Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Alors au programme cette semaine, la prise en charge des cystites et des angines à l'officine, les futures négociations économiques, les prochaines évolutions prévues par le Ségur du numérique et la réforme des retraites. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Bonjour Philippe. Bonjour Valérian, bonjour à toutes et tous. Alors Philippe, la prise en charge des cystites et des angines à l'officine dans le cadre de protocoles de dispensation, elle vient d'être pérennisée par deux arrêtés parus au JO cette semaine. Est-ce que toutes les officines pourront le faire? Non, mais quand même, c'est une avancée. Et je répondrai pas mal de questions parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions tout à l'heure sur le fil d'actualité. On va essayer de Ouais. reprendre un petit peu. On va prendre cystite, par exemple. Cystite, il y a un protocole conventionnel. Le protocole conventionnel, il dit la chose suivante. Quand quelqu'un arrive à l'officine, on a un protocole avec donc des questions à poser, une bandelette à réaliser en fonction des résultats de la bandelette. Soit on oriente vers le médecin, soit on donne des conseils d'hygiène et éventuellement une alerte comme quoi il faut éventuellement revoir son médecin dans quelques jours si ça ne va pas mieux. Ça, c'est si on n'est pas dans un exercice coordonné. Si on est, et là, on est rémunéré 6 euros pour cette opération-là. Si on est dans un exercice coordonné, il faut trouver un médecin délégant à l'intérieur de la MSP ou à l'intérieur de la CPTS maintenant. N'importe lequel dans la CPTS. Donc il y a beaucoup plus de médecins dans une CPTS que dans une MSP. On estime que dans une CPTS, on arrivera à en trouver toujours un. À partir du moment où on a ce médecin délégant, en fait, on va agir en fait avec son cahier d'ordonnance, en fait avec son ordonnance pré-remplie, et on va faire le même dispositif. C'est-à-dire qu'en fait, on va euh, accueillir la jeune femme ou la femme qui vient pour une infection urinaire. On va faire l'arbre décisionnel. En fonction de l'arbre décisionnel, on va faire effectivement toujours la même bandelette, sauf que à la fin, eh bien, on va pouvoir se servir de l'ordonnance préétablie par le TOUBIB pour dispenser une phosphomycine ou un Selexide éventuellement dans certains cas, mais concentrons-nous sur la phosphomycine. Donc on dispense sur cette ordonnance, on se sert de l'ordonnance que nous avons, qui fait partie du protocole, pour tarifer la phosphomycine à l'assurance maladie, qui est donc remboursable. Dans ce cadre-là, on déclare à la fin du mois le nombre d'actes à la CPTS ou à la MSP, dépendant de l'organisation, de l'organisme qui travaille, avec lequel le médecin travaille. Et là, on répartit les 25 euros de l'acte de consultation. Donc, en gros, ce que j'ai vu le plus couramment, c'est 15 euros pour le pharmacien, 8 euros pour le médecin et 2 euros pour les frais administratifs de la structure. Donc, dans ce cadre-là, donc, le pharmacien, la pharmacie va être payé de 15 euros par la CPTS ou la MSP. Le médecin va être payé de 8 euros par la CPTS et la MSP. Et c'est la structure qui elle-même va facturer l'assurance maladie. Voilà le parcours. Le parcours est un peu plus complexe, la rémunération est meilleure, puisque vous avez 15 euros pour faire l'acte, au lieu en gros de 6. Voilà. Donc, ça débouche sur un traitement, alors que sinon, ça ne débouche pas sur un traitement, mais uniquement sur une orientation. Pour l'angine, je ne vais pas faire la même chose, mais c'est le même protocole qui aboutit pareil à une prescription d'amoxicilline si l'angine est à strepto et qui aboutit à des conseils et des conseils de pastillage, de paracétamol si jamais l'angine est virale. Donc, dans ces cas-là, dans un cas, on est payé 15 euros par la structure, dans l'autre cas, on est payé 6 euros directement par l'assurance maladie. Donc, j'ai été un peu loin, un peu vite en disant que on ne pouvait pas
tous les pharmaciens ne peuvent pas, par les protocoles, s'occuper de ces deux pathologies, mais il y a une solution pour tous les pharmaciens pour s'occuper de ces deux pathologies. On comprend que c'est plus comment dire, utile pour la population dans le deuxième cas que dans le premier. Tout notre combat va être de dire que la délégation est-elle vraiment utile dans ce cas? Parce qu'en réalité, certes, le médecin forme le pharmacien dans un premier temps ce protocole, bon, mais ensuite on ne voit pas bien quel est l'intérêt de ce dispositif. Voilà. J'y reviendrai. En tout cas, c'est une grande avancée. On va le saluer comme tel. Donc, j'invite tous les pharmaciens qui sont en CPTS à trouver un médecin délégant, un parmi tout le monde, hein. Si vous en trouvez un, ben, vous pouvez tous prendre le même, hein. Ça va lui faire rapporter plein de fois 8 euros. Mais moi, je trouve évidemment que le système n'est pas parfait, mais en ce monde imparfait, on va dire que c'est une avancée. Et on va essayer de continuer à œuvrer pour que ce soit plus simple dans les temps à venir. Voilà, c'est beaucoup plus clair maintenant pour tout le monde. Lors du salon Pharmagora Plus ce week-end qui s'est tenu à Paris, tu as échangé avec Marguerite Cazeneuve, la directrice déléguée à la gestion et à l'organisation des soins à la CNAM, notamment sur les prochaines négociations économiques. Alors comment, selon toi, se présentent ces négociations? Euh, on verra. L'ambiance n'est pas folichonne, on va dire, sur le plan du dialogue social avec personne dans ce pays dans les jours que nous vivons. Pour autant, ce qui s'est passé à Pharmagora était plutôt, on va dire, donner un petit peu d'espoir. Qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit simplement que le Covid était derrière nous, que nous étions revenus à une activité qui ressemblait à celle d'avant-crise 2019, avec une rémunération qui euh, n'avait pas été réévaluée, alors nous vivons dans une période d'inflation importante et avec des augmentations de charges normales parce que, comme je l'ai dit, il était légitime que nos équipes officinales aient aussi un maintien de leur pouvoir d'achat. Et donc, c'était le revenu du titulaire qui servait de variable d'ajustement et que ça, c'était pas possible. Donc, elle l'a entendu. Elle nous a dit, la directrice déléguée, donc, que, évidemment, l'inflation était un problème pour les professionnels de santé puisque l'assurance maladie négociait les tarifs limites et qu'on ne pouvait pas augmenter les tarifs et que donc il fallait évidemment en tenir compte. Elle a dit également, attention, dans tous les secteurs d'activité, que ce soit les ménages, que ce soit les entreprises, qui ne répercutent pas l'intégralité de l'inflation, sinon ça crée une course à l'échalote à l'inflation. Maintenant, l'inflation, elle est au-dessus de 10% hein, sur les 2 ans. Donc, la question, pour que tout le monde ait un ordre d'idée, hein, 10% de notre rémunération de 2019, c'est 700 millions d'euros. Donc, c'est ça qui est en jeu. Donc, moi, je veux bien entendre que tout le monde doit faire un effort. On verra quelle est la hauteur de l'effort que demande l'assurance maladie par rapport à ces 700 millions d'euros qui sont légitimement ce qui devrait être la mise à jour par rapport au système inflationniste que nous vivons actuellement. Donc elle a également, et c'est important, hein, acté, bon, c'est écrit dans le marbre, hein, mais elle a acté que les négociations se feront à l'automne. Donc, on n'a pas de date précise, mais l'automne commence le 21 septembre, se termine le 21 décembre. Hein. Donc, on voit bien quand est-ce que ça va commencer. Donc, c'est entre le 21 septembre et le 21 décembre. C'est quand même assez précis, même si on n'a pas le jour et l'heure. Il a été beaucoup question aussi de numérique à l'officine lors de Pharmagora, et notamment du Ségur du numérique. Alors, quelles sont les évolutions à venir pour l'officine? Alors, j'ai vu que le responsable de la direction des numériques dans la santé, Xavier Vitry, et qui nous suit, avait tweeté le score de l'officine par rapport aux bons de commande de Ségur, 97% de bons de commande, ce qui est énorme, qui me paraît d'ailleurs euh,
Enfin, je ne sais pas que 97% de quoi, on verra si les DOM sont comptés ou pas, parce que compte Mm. tenu du fait qu'il y avait trois petits éditeurs qui avaient eu du mal à passer le cut, c'est vraiment que tout le monde a fait a envoyé son bon de commande. Enfin, en tout cas, c'est remarquable. Ce qui a été dit aussi, qui est une nouveauté, c'est l'ordonnance des patients qui va nous arriver par la messagerie sécurisée de santé. Donc ça, c'est important euh, à tous. Prenez bien en compte qu'il vous faut, avant le 15 mai, avoir une boîte à lettres organisationnelle dans MSS, dans vos officines, parce que vous allez recevoir des ordonnances des patients. Et donc, qui par ce canal-là, et ça va être petit à petit le canal, on va dire, d'abord expérimental, puis majoritaire, puis exclusif, pour recevoir les ordonnances. Il n'est plus question de recevoir des fax, des ordonnances par Gmail, des ordonnances par d'autres canaux que celui de la messagerie sécurité de santé. Donc, ça veut dire qu'il va falloir, je vous incite à chacun à regarder, à télécharger l'application Mon Espace Santé pour vous-même en tant que citoyen, pour voir comment ça marche. Parce que c'est depuis cette application que les patients vont nous envoyer leur ordonnance. Donc ça, c'est une nouveauté très importante et donc un pas de plus vers ce numérique en santé dont on va beaucoup parler en 2023. L'exercice en 2024 ne sera pas le même que celui que nous avons vécu dans ce premier trimestre 2023, qui est un peu le dernier trimestre d'avant. Très bien. Je te propose maintenant de répondre à la question de Marc Sartorio, président du syndicat des pharmaciens du Calvados. Bonjour, je suis Marc Sartorio, président des syndicats des pharmaciens du Calvados. L'examen de la réforme des retraites s'est achevé hier. Quelles mesures concernent donc les pharmaciens titulaires? Alors, les retraites. Les retraites. Bon, on va séparer le cas des pharmaciens du système général. Pour les pharmaciens, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer, cette retraite apporte, pour les pharmaciens titulaires, apporte des plus, notamment en termes de montant de la retraite, puisque ce qui a été négocié, c'est on va dire, une meilleure assiette de, de la base qui sert à calculer les retraites. En réalité, c'est le fruit d'une injustice de longue date qui est corrigée par cette réforme. Et pour faire court, on va avoir une baisse de la CSG et une augmentation du montant de la cotisation retraite à l'euro. Hein. Donc, on ne paiera pas plus de charges, sauf que la cotisation maladie va baisser, enfin, la CSG va baisser. Et on va avoir donc une cotisation retraite qui va monter, ce qui va générer plus de droits à la sortie. C'est une très bonne chose. Nous avons obtenu pas mal de modifications pendant le texte, notamment la prise en compte également pour les femmes libérales des trimestres. On a vu un sujet retraite pour lequel les libéraux pouvaient dire qu'il était favorable. Mais ça ne cache pas, l'arbre ne cache pas la forêt. Et la forêt, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en panne du dialogue social dans ce pays. Et ça, c'est dramatique parce que on ne peut pas, comment dire, imposer des sujets sans dialogue, sans que ce dialogue social se crée, sans qu'il se soit, comment dire, sans qu'il soit au cœur des préoccupations du pouvoir exécutif, parce que sinon, ça crée des blocages. Les blocages, ça crée de l'incertitude économique, ça crée une mauvaise ambiance générale dans le pays, et c'est terrible. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur le sujet des retraites. On verra, on est vendredi, et donc on verra lundi si ce sujet
résiste donc au 49.3 et donc aux motions de censure, s'il résiste, ben, j'espère que tout le monde aura l'intelligence de renouer le dialogue pour, euh, pour que nous sortions des blocages. Je pense beaucoup à nos confrères des grandes agglomérations qui sont avec des tombereaux de poubelles devant leur pharmacie. Ou même des coupures de courant sans prévenir, comme c'était le cas hier dans mes Ardennes. Oui. Alors, je te propose maintenant de passer aux questions des internautes. Alors, on avait des questions justement sur le premier sujet. Comme tu l'as dit, tu as déjà répondu à pas mal de ces questions. On avait un sujet sur les produits de contraste, mais je crois qu'on a déjà précédemment traité le sujet dans un de tes lives. Faut-il continuer à Rapidement sur stocker? Voilà. rapidement sur ces deux sujets. Sur le premier, par rapport à la question, si les médecins de la MSP ne veulent pas faire de délégation, il faut aller chercher un médecin dans la CPTS. En gros, en fait, c'est un peu pour ça que l'arrêté est paru, parce que on se dit que sur les 20, 30 médecins que compte une CPTS qui est parfois à plusieurs dizaines de milliers d'habitants, eh bien, il s'en trouvera toujours un qui acceptera d'être délégant, parce qu'en fait, la contrainte, c'est uniquement de toucher 8 à 10 euros par acte que feront les infirmiers ou les pharmaciens. Donc, ça sera probablement plus facile à mettre en œuvre. Voilà. Donc là, ça, c'est le premier point. Le deuxième, j'ai répondu la semaine dernière, les produits de contraste, on est dessus, et a priori, il n'y aura pas tant que jusqu'à nouvel ordre, vous continuez comme normalement. Si vous voulez savoir comment j'ai fait moi dans mon officine, j'ai quand même bloqué le stock à un par référence. Hein, donc déjà, premier point. Ça, c'est peut-être mais c'est un conseil maison, hein, ça, c'est pas une consigne syndicale. Et sinon, avant le 1er juillet, je pense qu'il n'y aura pas de modification. On est en train de voir si on peut arriver à avoir une reprise des stocks, ce qui serait la meilleure solution pour faire le chaînage avec la disposition de la LFSS. Il y avait aussi un sujet de Corinne concernant mon espace santé qui nous parle de liens publicitaires avec des sites de télémédecine et portage de médicaments. Euh, je pense qu'elle fait sans doute référence je regardais sur l'appli Mon Espace Santé, elle fait sans doute référence au catalogue de services en fait. Oui, C'est vrai qu'il y a une vingtaine de services qui sont arrivés. Ce sont beaucoup d'entre eux sont des applications qui servent à l'enregistrement des patients avant l'entrée oui. dans les services hospitaliers. Il y a aussi Doctolib, etc. Je pense que c'est peut-être par rapport à ça que la Oui, présence de alors ces liens la dérange. Alors, c'est pas publicitaire. il faut comprendre ce qu'est mon espace santé. Mon espace santé, c'est d'une part une application qui permet aux patients d'avoir son dossier médical partagé, son dossier médical. D'autre part, une application qui sert à communiquer avec les soignants. Mais par ailleurs, mon espace santé, c'est également une clé dans le système, une authentification qui permet à des acteurs qui ont accepté de rentrer dans la même respect de la confidentialité des données, de la sécurité des données, de toutes les datas qui sont sur le sol français, de communiquer grâce à la clé de ProSanté Connect, c'est-à-dire l'authentification numérique. Et donc, effectivement, il y a pas mal un bouquet de services, mais qui ne va faire que croître, parce que demain, on peut penser qu'il n'y aura pas d'application santé, il n'y aura pas d'autres applications santé que celles qui passent par la clé d'autante de ProSanté Connect.
Voilà. Donc, il y aura France Connect et ProSanté Connect. Globalement, ce seront des clés d'authentification qui évitera qu'on perde les mots de passe sans arrêt et qui sécurisent les transactions. Ce n'est pas essentiellement de la pub, comme on peut le dire, mais effectivement, parmi les premiers acteurs qui ont accepté de rentrer dans ces obligations, il y a la Poste. Et donc, c'est peut-être pour ça que vous avez vu le sujet livraison. Effectivement. Non, puis je pense que c'est important que des dispositifs comme celui-là, qui sont déjà préexistants, qui ont déjà un fort audimat, intègrent les dispositifs étatiques comme en espace santé, parce que c'est comme ça justement qu'on pourra finalement un peu, entre guillemets, les surveiller et vérifier qu'ils sont raccord avec les, les- les demandes de l'assurance maladie. Est-ce que tu avais vu d'autres questions? Je ne crois Non, et puis on a pas. dépassé le temps, On a Valérian. largement dépassé le temps. Oui. Ah oui, c'est vrai, largement. Eh bien, merci Philippe. Merci également à Marc pour sa question vidéo. Rendez-vous donc la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Bon week-end. À bientôt. À la semaine prochaine.